OpenAI perd environ 5 milliards par an pendant que je gagne des dizaines de milliers d'euros par mois grâce à leur technologie. Et je suis pas le seul. Il y a plein d'autres personnes comme moi qui font la même chose. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette situation est absurde et pourquoi elle ne va pas durer éternellement. Faut savoir qu'on vit actuellement un paradoxe fascinant dans l'économie de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, avant qu'on plonge dans l'analyse, j'ai une petite question pour toi. À ton avis, est-ce qu'on est face à une bulle spéculative prête à exploser ou au début d'une vraie révolution? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et au passage, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Tout a commencé par des investissements massifs de la part d'entreprises technologiques. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, bref, un sacré paquet. Toutes ces entreprises ont levé des milliards de dollars pour développer les modèles de langage les plus avancés. Sur le chemin, elles ont aussi embauché les meilleurs chercheurs, construit des infrastructures informatiques colossales et consommé des quantités astronomiques d'énergie pour entraîner leurs modèles. Le coût de création d'un seul modèle de pointe se chiffre désormais en centaines de millions de dollars, voire même en milliards pour certains. Par exemple, GPT-4 aurait coûté environ 100 millions de dollars à entraîner. Et les estimations pour GPT-5 tournent autour des 500 millions, voire même 1 milliard. L'idée initiale semblait logique selon les standards du capitalisme traditionnel. Ces entreprises construisaient la technologie fondamentale et donc elles devaient être celles qui capturent la valeur économique au passage. C'est le modèle classique des fameuses pioches et des pelles de la ruée vers l'or californienne. Ceux qui vendent les outils aux chercheurs d'or font fortune, même si la plupart des chercheurs d'or eux-mêmes échouent. Mais avec l'IA, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ces géants de l'IA ont décidé de rendre leur technologie accessible au grand public et aux entreprises à des prix extrêmement bas. OpenAI, par exemple, facture quelques centimes par millier de tokens utilisés. Anthropic fait la même avec Claude, etc., etc. C'est ce qu'on appelle des API. Le calcul était simple. Conquérir massivement le marché d'abord et optimiser la rentabilité ensuite. Et ils n'ont rien inventé parce que cette technique de pénétration de marché est ultra courante dans la tech. Mais elle repose sur une hypothèse cruciale, qu'éventuellement les coûts diminueront plus vite que les prix. Ou alors que les prix pourront augmenter une fois la domination de marché effectuée. Le problème est que le coût de ces technologies reste extrêmement élevé. Chaque requête traitée par ChatGPT coûte de l'argent en infrastructure, en électricité, en bande passante. Les serveurs GPU nécessaires sont rares et surtout extrêmement chers. Par exemple, un seul serveur Nvidia H100, la carte graphique de référence pour l'IA, coûte en moyenne entre 25 000 et 40 000 dollars. Et il faut que tu saches qu'OpenAI en utilise des dizaines de milliers simultanément. OpenAI perdrait donc des centaines de millions de dollars, voire même des milliards de dollars chaque année, selon certaines estimations. Et ça, malgré des revenus qui s'estiment aussi en milliards. Selon le journal The Information, OpenAI a perdu environ 5 milliards de dollars en 2024, avec un coût moyen de 0,36 dollars par requête ChatGPT contre seulement 0,20 dollars de revenus par utilisateur. Mais attention, ne leur jetons pas la pierre car ce ne sont pas les seuls. Anthropic, par exemple, se trouve dans une situation similaire. Ces entreprises brûlent du capital à une vitesse vertigineuse en espérant qu'un jour, l'équation économique se renversera en leur faveur. Mais n'oublions pas que ces milliards dépensés en serveurs finissent souvent dans les poches de Microsoft ou Amazon, qui sont d'ailleurs leurs principaux investisseurs. C'est un jeu de chaises musicales financier. Mais pendant ce temps, une classe d'entrepreneurs complètement différente a émergé. Il s'agit des entrepreneurs qui ne développent pas des modèles d'IA à part entière, qui n'entraînent rien du tout, qui ne font aucune recherche fondamentale, et la seule chose qu'ils font, c'est simple, ils prennent ces technologies vendues à bas prix par les géants et ils les revendent sous forme de solutions spécifiques à des clients qui ont des problèmes concrets à résoudre. Un consultant ou une agence peut acheter l'accès à l'API d'OpenAI pour seulement quelques centimes, comme je le disais tout à l'heure, construire une solution d'automatisation, par exemple du service client, et facturer cette solution plusieurs milliers d'euros par mois aux clients, souvent des entreprises qui ont besoin de déléguer cette partie. Par exemple, au sein de mon entreprise, un chatbot pour de l'assistance client nous coûte en moyenne 50 euros par mois de jetons OpenAI, les tokens, et nous, on peut revendre ça facilement entre 2500 et 5000 euros par mois à des PME. Parce que derrière, il y a un vrai assemblage, une vraie solution et surtout une vraie expertise qui permet d'automatiser tout ça et d'avoir des coûts plus bas que si on passait par des humains. Mais de notre côté, la marge est quand même de 4000% en moyenne. Et tout ça, surtout, sans avoir développé la technologie de base. Nous, on développe les workflows, la logique, on connecte tout ensemble, on entretient tout, mais on ne développe pas le modèle d'IA. Et la beauté de ce modèle intermédiaire, c'est qu'il nécessite que très peu de capital. Pas besoin de data center, pas besoin de chercheurs en intelligence artificielle payés 1 demi-million d'euros par an, pas besoin d'entraîner des modèles.
Beaucoup plus simple que ça en réalité. L'entrepreneur au milieu achète la technologie déjà faite à moindre coût, ajoute de la valeur en la customisant pour un cas d'usage précis et capture une marge confortable. Et cette marge, elle existe principalement parce que les géants de l'IA vendent leur technologie en dessous de son coût réel de production. Et c'est ici que la structure à 3 niveaux devient claire. En haut, vous avez les créateurs de modèles LLM qui perdent de l'argent. Au milieu, vous avez les intégrateurs, les consultants, les agences qui, elles, gagnent de l'argent. Et en bas, vous avez les utilisateurs et les consommateurs finaux qui bénéficient d'une technologie extraordinaire à des prix défiant toute logique économique. Et il faut savoir que cette pyramide est instable par nature. Dans une économie normale et saine, la valeur devrait être capturée principalement par ceux qui créent l'innovation fondamentale. C'est la théorie classique de l'avantage concurrentiel et de la propriété intellectuelle. Mais ici, la valeur économique réelle se concentre dans la couche applicative, dans l'implémentation, dans le dernier kilomètre qui connecte la technologie brute aux problèmes spécifiques du client. Les modèles d'IA, eux, sont en train de devenir une commodité, quelque chose d'interchangeable, Claude, Gemini, Grok, ChatGPT, et donc de faible marge. Et cette situation ressemble étrangement à ce qui s'est passé avec d'autres technologies d'infrastructure. Regarde par exemple les fournisseurs d'accès Internet dans les années 90. Ils ont dépensé des fortunes pour poser la fibre optique et construire les réseaux. Et il faut savoir que beaucoup ont fait faillite ou ont été rachetés. WorldCom a fait faillite en 2002 après avoir investi 41 milliards de dollars dans l'infrastructure qu'on connaît. Global Crossing, eux, ont dépensé 15 milliards de dollars pour poser 100 000 km de fibre optique avant eux aussi de s'effondrer en 2002. Exodus Communication, qui hébergeait les serveurs de la moitié du web, a aussi fait faillite en 2001. Et pendant ce temps-là, les entreprises qui ont prospéré étaient celles qui utilisaient cette infrastructure pour créer des services. Amazon, Google, Facebook et j'en passe. Et dans cette situation, l'infrastructure elle-même est devenue une commodité à faible marge. La question à se poser maintenant est de savoir si cette situation représente une opportunité ou un danger. Et surtout, pour qui? Pour les investisseurs qui ont mis des milliards de dollars dans des projets comme OpenAI, Anthropic, pour eux, c'est un véritable pari risqué. Ces entreprises devront donc soit augmenter drastiquement leur prix, ce qui risque de faire fuir les clients vers des solutions plus open source ou moins chères, soit réduire leurs coûts de façon significative. Et pour ça, il faut des innovations techniques, trouver de nouvelles solutions énergétiques et pourquoi pas même de nouvelles sources de revenus que personne n'a encore anticipées pour l'instant. L'histoire de la tech est remplie d'entreprises qui ont dominé techniquement des marchés, mais finalement échoué économiquement. Et ça ne me surprendrait pas que parmi toutes les entreprises dans l'IA qu'on connaisse actuellement, beaucoup fassent faillite. Pour les entrepreneurs du milieu, ceux qui vendent des solutions basées sur l'IA, c'est une opportunité en or, mais il faut savoir que de par nature, elle est temporaire. Tant que les géants continuent de subventionner indirectement leur business model en vendant la technologie à perte, on peut prospérer encore quelques temps. Mais cette fenêtre d'opportunité se refermera soit quand les prix de l'IA augmenteront pour refléter les vrais coûts, soit quand la concurrence dans la couche applicative deviendra si intense que les marges s'effondreront également. C'est une course contre la montre pour construire quelque chose de défendable avant que l'économie se normalise. Pour les consommateurs et les entreprises utilisatrices, c'est une aubaine extraordinaire. C'est un peu comme si quelqu'un vous vendait sa Ferrari au prix d'une voiture d'occasion comme une Clio 2 par exemple. Et tout ça en espérant se rattraper sur le volume qu'ils vont vendre. Tant que ça dure, faut en profiter, mais il ne faut pas tout baser sur ça. Parce que penser que ces prix resteront extrêmement bas tout le temps, c'est peut-être pas la meilleure vision à avoir. Tant que ça dure, il faut en profiter, mais il ne faut pas construire toute sa stratégie en supposant que ces prix resteront éternellement aussi bas. Le danger systémique, donc celui qui plane au-dessus de toutes ces structures, c'est l'effondrement potentiel. Si les géants de l'IA ne trouvent pas un chemin vers la rentabilité et que leurs investisseurs perdent patience, plusieurs scénarios sont possibles. Soit ces entreprises augmentent drastiquement leurs prix, ce qui détruirait du jour au lendemain énormément de business models d'entrepreneurs qui dépendent de leur API, soit elles font faillite ou se font racheter. Soit elles pivotent vers des modèles complètement différents que personne n'anticipe encore aujourd'hui, mais il y a aussi un scénario tout aussi subtil mais bien plus perturbateur, je dirais. Faut savoir que les modèles d'open source continuent de s'améliorer efficacement. Par exemple, Meta investit des milliards dans Llama sans chercher à le monétiser directement. Bon, même si on connaît Meta et sa tendance à monétiser la data. Mais en soi, l'outil, lui, n'est pas monétisé. Donc, si les modèles d'open source atteignent un niveau comparable aux modèles qu'on connaît actuellement, comme ChatGPT, Claude, etc., les géants perdent donc leur pouvoir du pricing. Les entrepreneurs du milieu perdent leur avantage parce que n'importe qui peut accéder gratuitement à la technologie et seule reste la valeur dans l'implémentation vraiment unique et spécialisée, d'où le fait de créer des solutions
IA qui répondent à des problèmes spécifiques. Ce qui rend cette bulle différente des bulles technologiques qu'on a connues précédemment, c'est que la technologie fonctionne réellement. Ce n'est pas comme la crypto-monnaie où la promesse était souvent supérieure à la réalité. L'IA générative crée véritablement de la valeur, automatise réellement des tâches et surtout résout vraiment des problèmes. Du coup, le problème n'est pas que la technologie soit surestimée, c'est que son économie est fondamentalement déséquilibrée. Quelqu'un, quelque part, doit payer le vrai coût de cette technologie et pour l'instant, ce sont les investisseurs en capital risque et les actionnaires des grandes entreprises tech qui absorbent la différence. La conclusion qu'on peut tirer de cette analyse est nuancée. Il ne s'agit pas simplement d'une opportunité ou d'un danger, mais d'un moment de transition chaotique où différents acteurs doivent naviguer avec des stratégies complètement différentes. Si tu es entrepreneur et que tu veux profiter de cette opportunité, non, je ne vais pas te dire de cliquer dans le lien dans ma bio pour acheter ma formation, mais ce que tu dois faire, c'est agir vite, construire quelque chose de défendable au-delà de la simple revente de la technologie IA et surtout te préparer à un potentiel changement de prix ou de disponibilité. Maintenant, si tu es investisseur, c'est un autre scénario. Il faut comprendre que parier sur les géants de l'IA est un pari sur leur capacité à résoudre un problème économique fondamental et pas seulement un pari sur leur supériorité technologique. Et si tu es un utilisateur, alors tu ne peux que profiter de cette période, je dirais, bénie, où tu as tout simplement accès à une technologie extraordinaire à des prix artificiellement bas. Mais attention, ne construis aucune dépendance autour d'aucun outil IA parce que pareil, ça peut changer en termes de pricing, de disponibilité et ça ne devrait pas être quelque chose qui t'embête si ça arrive. Du coup, prépare-toi. L'histoire nous enseigne que les périodes de déséquilibre économique ne durent jamais éternellement. La question n'est donc pas de savoir si cette structure actuelle va changer, mais plutôt quand et comment et qui sera positionné du bon côté quand ça arrivera. Abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos et n'oublie pas de mettre un like.